Ils nous attaquent et en vérité mettent directement en jeu notre existence. Avant de vous laisser retrouver vos programmes, je veux encore vous dire, à titre d'exemple, que si 1% des téléspectateurs qui ont regardé nos émissions de fin de semaine donnaient chacun 120 €, nous serions sauvés, totalement libérés. Oui, TVL peut renaître plus forte. C'est vous seul qui décidez. Alors, mobilisez-vous et mobilisez vos amis. Vite. Chers amis, la conversation que vous allez suivre est particulière à au moins deux égards. D'abord, elle est inachevée, ce qui est inédit, en tous les cas pour TVL. Vous le savez, je fais souvent des conversations coupées en deux ou trois. Cela depuis le début, depuis les premières conversations avec Alain de Benoît, Renaud Camus ou Jean-François Gaultier. Et c'était le cas pour la conversation que vous allez suivre. Ça n'était qu'un premier épisode et deux ou trois autres devaient suivre. Mon invité, Éric Dénessé, est mort dans l'intervalle il y a quelques jours. Et évidemment, nous resterons sur notre faim d'une certaine façon. Et c'est la seconde raison de la particularité de cette conversation, c'est qu'elle montre avec beaucoup d'acuité la gravité de ce que nous faisons ici. C'est-à-dire, nous menons une guerre, la guerre de l'information, et c'est une guerre qui peut faire des morts. Éric Dénessé est mort dans des conditions mal élucidées, le 11 pour certains, pour d'autres le 12 juin. Nous avions décidé, au début du mois de juin, de faire, dans les derniers jours de ce mois, une ou deux autres conversations. Il n'y en aura pas. Prenez celle-ci comme une introduction à des considérations qui devaient être d'ordre géopolitique plus large. Nous attendions justement, après le premier enregistrement, de voir ce que donnaient les 6 premiers mois de l'administration Trump, que beaucoup de têtes légères pensaient devoir apaiser les relations internationales. Vous voyez, vous savez ce qu'il en est en réalité. Mort mal élucidée pour l'instant, mort mystérieuse, mort qui en suit 3 autres. Et Éric Dénessé était un agent, a longtemps été un agent et même un officier du renseignement français, avant de se mettre à son propre compte et d'informer beaucoup de gens, notamment nous autres, chargés de la réinformation, notamment nouveaux conservateurs auxquels il collaborait. Mais 3 autres agents en activité de la DGSI, du renseignement français, sont morts depuis le début de cette année. Je livre ça à votre réflexion. Et en tous les cas, je voudrais que vous mesuriez, en écoutant Éric Dénessé, ce personnage charmant, élégant, très travailleur, prodigieusement informé, que vous mesuriez l'importance de ce que nous faisons et la difficulté, peut-être même le danger de ce que nous faisons dans un monde traversé par le mensonge, dans un monde où les cerveaux sont littéralement abrutis par la propagande. Dire la vérité est un risque. C'est notre choix, c'est notre gloire aussi, et j'aimerais que vous la partagiez avec nous, en hommage à ce grand homme précieux entre tous, qu'était Éric Dénessé, dont je vous invite à suivre l'essentiel de la vie. Merci beaucoup. Eh bien, mon cher Éric Dénessé, je suis très heureux de vous voir, c'est une formule habituelle. Et nous allons prolonger une conversation qui a commencé il y a plus d'1 heure. Absolument. Cette fois, nous sommes enregistrés. Mais la conversation est très facile avec vous, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes curieux de tout. Et on va voir que vous poussez très loin la curiosité, jusqu'à avoir une véritable passion pour le renseignement. Et non seulement vous avez tâté du renseignement, on verra dans quelle Nul n'est parfait. Très jeune d'ailleurs, d'une certaine façon. Et
Vous nous direz comment vous êtes entré dans les services, comme on dit. Mais surtout, où en est votre grand projet qui a présidé à la création du CF2R, Centre français de recherche sur le renseignement. En l'an 2000, je crois, vous l'avez créé il y a une bonne vingtaine d'années, avec pour objectif de donner aux Français une culture du renseignement. Je ne sais pas si vous êtes arrivé très loin de ce projet, mais commençons par là, si vous voulez. Oui, alors je pense que nous avons quand même réussi un certain nombre de choses. En tout cas, nous en sommes heureux. Ce qui est intéressant, c'est de voir que on s'inscrit dans une forme de filiation, puisque ce qu'on appelle les intelligence studies, les études sur le renseignement, qui avaient pour rôle de démystifier ce monde qui est très fantasmé, sont apparus aux États-Unis dans les années 80, dans les années 90 en Grande-Bretagne, et nous avons été parmi les premiers à le faire en France au début des années 2000. Donc nous allons fêter notre 25e anniversaire très prochainement. Et vous dites que les États-Unis ont commencé, mais vous êtes aussi l'auteur d'une encyclopédie historique du renseignement, je crois. Unique au monde, peut-être que les Russes en ont une, mais peut-être... Et alors, vous voyez toute l'histoire du monde, en commençant par la Chine, le Babylone, les Sumériens, les Égyptiens, etc. À travers, enfin vous êtes aidé d'une trentaine d'auteurs, je crois. Oui, à chaque fois. Oui. À travers le renseignement. Alors le renseignement dans l'Égypte ancienne, et vous débordez sur le Moyen-Âge. Tout à fait. Dans les Vikings, voilà. Par exemple, c'est très intéressant, mais vous avez un peu la manie du renseignement. Écoutez, c'est un peu notre objet social avec l'équipe que j'ai la chance de diriger. Et puis, nous avons toujours une boutade entre nous. Vous savez qu'il y a un grand débat entre les jeunes femmes que nous trouvons à la périphérie des grandes villes et les hommes du renseignement pour savoir qui est le plus vieux mité du monde. Et nous considérons en réalité que c'est nous, parce que pour trouver ces jeunes femmes, on avait déjà besoin de renseignements. Voilà. Donc effectivement, on est parti sur une histoire encyclopédique en 8 tomes, 8 ou 9 tomes pour l'instant. Le 5e vient de sortir, nous en sommes déjà à la Seconde Guerre mondiale et nous préparons les 2 prochains ouvrages, l'un est sur la guerre froide et l'autre sur la décolonisation. Et finalement, ce sont les histoires secrètes ou les histoires cachées de l'histoire que nous cherchons à révéler à travers cette série d'ouvrages. Je disais que nous avons déjà conversé longtemps et la caméra a commencé à tourner quand vous me racontiez relatiez un bon mot de Sacha Guitry. Il ne faut jamais avoir l'air trop intelligent parce que c'est une promesse très difficile à tenir. Absolument. Mais avec vous, j'ai pas peur parce que vous êtes tellement curieux, tellement travailleur, je crois. Enfin, je pense pas que ce soit du travail pour vous d'ailleurs. Vous allez Absolument chercher pas. Tout à fait. Le renseignement, en tous les cas, être renseigné. Dès que quelque chose tombe entre vos mains, il faut que vous en soyez pour ainsi dire maître, enfin, vous fouillez. Et d'ailleurs, vous avez fait des fouilles, vous nous raconterez ça. Mais, vous savez, c'est vous avez le côté archéologue. Et les grands officiers de renseignement britanniques étaient archéologues, comme Laurence d'Arabie. Alors, je n'ai pas aussi mal tourné que lui, mais effectivement, il y a un trait de démarche intellectuelle et même mentale entre plutôt l'historien médiéviste ou antique, l'archéologue et l'homme du renseignement. Oui. Mais parlez-nous justement de ces exercices d'archéologie, parce que ça vous va à merveille de fouiller. Vous avez fouillé, d'ailleurs, quelque chose de très intéressant dans le Var. On voit à l'écran quelque chose qui vous rappellera sans doute, que vous nous avez apporté, qui vous rappellera sans doute des souvenirs. J'ai commencé très jeune avec un de mes oncles qui a fini professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne à faire des fouilles archéologiques sur les invasions musulmanes et sarrasines dans le sud de la Gaule médiévale pendant la période du Haut Moyen-Âge. Et ce que je trouvais fascinant c'est-à-dire au 9e, 10e siècle. Oui, on peut même dire 8e, 10e siècle. Dès le début. Dès le début, les invasions. Dès 713, dès que les musulmans, après avoir islamiques ont commencé, après avoir dans le sud de la France, soumis l'Espagne médiévale, sont entrés d'abord dans le Languedoc, ce qu'on appelait la Septimanie à l'époque, et puis sont montés à Poitiers dans un premier temps. C'était Narbonne, je crois, la capitale. C'était Narbonne, Narbounia en arabe, comme il l'écrivait à l'époque, comme quoi c'est resté à certains endroits dans notre toponymie. Ça, c'était de l'arabisation en termes de translittération, mais il y a d'autres villes, par exemple dans le Massif des Morts, ce Massif des Morts qui a été pendant près d'un siècle une colonie dépendant du califat de Cordoue. Le Var d'aujourd'hui. Le Var mais pas la totalité du Var, vraiment
entre Hyères et Fréjus, tout le massif montagneux qui s'appelait le Jabal al-Khilal pour les Arabes, qui était la montagne des sommets, puisque lorsqu'ils l'ont découvert, la mer rentrait de chaque côté du massif des Morts beaucoup plus profondément dans les terres, et ils ont eu le sentiment d'arriver sur une île au large des côtes françaises, à quelque chose près, puisque toute la vallée de l'Argence était marécageuse, et ils se sont installés là. Leur capitale était à la Garde-Freinet. Alors j'ai fait énormément de fouilles pendant plusieurs années entre la Garde-Freinet, Grimaud, Cogolin, Saint-Pons-les-Murs, tout. Fort-Freinet, bien sûr. Et c'est une période assez passionnante de l'histoire parce que elle a été en partie sortie de notre propre histoire lorsque nous avons, sous la Troisième République, écrit l'histoire de France. Et vu que c'était le moment où nous colonisions, où nous arrivions en Algérie... On n'a pas fait la bêtise de l'effacer, ça, quand même. Ben, elle a été redécouverte plus tard. C'est-à-dire que on dissimulait que pendant près d'un siècle, nous avions été occupés dans cette partie du territoire par les Arabes. Et pour vous faire sourire, je me souviens, après 2001, lorsque Ben Laden... Oui, mais lorsque Ben Laden revendiquait tant de choses, dont l'Andalousie, je me disais, Oussama Ben Laden ne connaît pas son histoire parce qu'il aurait dû aussi revendiquer Saint-Tropez et sa région. Et la Narbonnaise. Oui, mais encore plus ce massif des Morts. Vous savez, c'est très intéressant de voir à quel point c'est resté aussi dans la toponymie locale, parce que Ramatuel, le village de Gérard Philippe, ça vient de l'arabe Ramatou Allah, bienfait de Dieu. Almanar, qui est le phare, on a le phare de l'Almanar à Saint-Tropez, et on retrouve un certain nombre de traces de cette époque qui sont tout à fait passionnantes. Et c'est d'ailleurs une chose qu'ignorent nos amis de l'autre côté de la Méditerranée, qui nous reprochent systématiquement et les croisades et la colonisation, en tout cas l'arrivée des Français à partir de 1830. Ils ignorent que finalement, dans les relations entre la France et l'islam, c'est l'islam qui est arrivé d'abord en terre de France pour essayer de conquérir et de convertir. Ça s'est jamais bien passé entre l'islam et la chrétienté, hein. Jamais. Jamais, nous sommes d'accord. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'ils ignorent eux-mêmes. Voilà, ils ignorent leur histoire, et quand on leur rappelle, ils sont souvent assez ébahis. On leur dit, mais attendez, du 8e au 10e siècle, il y a eu pendant très longtemps ne leur donnez pas d'idées pareilles, ils l'en compteront spontanément. Voilà, mais en tout cas, c'est effectivement cette démarche de l'archéologie, ce qu'elle a pour moi d'intéressant, je dirais, pour avoir été après dans l'enseignement, c'est que c'est à la fois une démarche dans laquelle on est tour à tour en archives, parce qu'on a besoin, surtout sur cette période du Moyen-Âge, on a la chance d'avoir des traces et des archives, mais on doit... sur le terrain. Et on doit aller sur le terrain. Et c'est il y a à la fois fait ça plusieurs années. Oui, j'ai fait ça très souvent. Pendant mes vacances, pendant une partie de mes études, puisque j'ai passé quelque temps, je crois 1 année ou 2 à l'Institut d'histoire et d'archéologie de Paris 4. Voilà, je voulais faire l'école du Louvre et je me disais, je ne gagnerai pas ma vie en étant archéologue, donc j'ai dû arrêter. Votre oncle Philippe Sénac est un archéologue. C'est un des grands médiévistes français qui renommé, voilà, qui a pris sa retraite, je crois, il y a quelque temps, qui est un professeur émérite maintenant. Mais effectivement, c'est une démarche qui est intéressante parce que on doit avoir une partie d'exercice intellectuel et une partie d'exercice pratique. Et ça, c'est une chose qu'on rencontre dans le renseignement en étant tour à tour, je dirais, faisant du terrain et puis en travaillant en base arrière. Et voilà. Et non seulement j'ai découvert que les grands officiers d'enseignement britanniques étaient souvent des historiens ou des archéologues, mais après, lorsque nous faisions de la formation, je crois que je préfère un étudiant qui a fait de l'histoire, qui a travaillé sur la mode féodale au Languedoc, au Moyen-Âge, qu'un garçon qui sort de Sciences Po ou d'études de droit. Ou d'une école de commerce. Absolument. Je trouve que ça les prédispose beaucoup mieux au travail d'analyse du renseignement. Ben, évidemment. Et à bien d'autres métiers, d'ailleurs. Et à bien d'autres métiers. Pas que le renseignement. Mais alors vous êtes vraiment là-dedans, on peut dire. Et vous avez commencé d'ailleurs pas par l'archéologie, mais c'est pas si loin par la géographie. Alors, j'ai fait les deux en même temps, mais sauf géographie et histoire. On ne sait jamais dans quel sens il faut aller. Est-ce que c'est l'histoire qui détermine la géographie ou la géographie qui détermine l'histoire? C'est plutôt la géographie, là. Oui, c'est la géographie, parce qu'il me passionne la géographie, c'est pour moi, c'est la science de la synthèse. Voilà. C'est-à-dire qu'on travaille à la fois sur l'aspect humain, la géographie humaine, l'urbanisme, mais on travaille beaucoup sur la géographie physique. La morphotectonique, l'orogénèse, la création des reliefs, la tectonique des plaques sont des sujets qui me passionnaient. Vu que je suis un pur littéraire, j'ai dû arrêter assez tôt la géographie physique parce que j'avoue que ça devient technique. Ça devient technique et c'était pas franchement ce qui me paraissait le plus. Et c'est comme ça que j'ai dérivé vers la géopolitique, mais en me spécialisant d'abord je suis un tropicaliste, si vous permettez l'expression. Expliquez-nous ça. Oui, vous m'avez dit ça tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on travaille en géographie,
normalement, on a on a des spécialités par zone. Les zones arctiques, les zones méditerranéennes, sahéliennes, tempérées. Et j'ai eu la chance d'être un élève du professeur Delvert, grand tropicaliste français, qui avait été pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'infanterie de marine et qui un jour m'a raconté, après avoir été blessé, je crois, non, pas pendant la Seconde Guerre, au début de la guerre d'Indochine, me racontant sa période de rémission pendant qu'il était soigné en faisant du cheval dans Angkor. Et donc, il m'a tout de suite fasciné pour cet Extrême-Orient sur lequel je me suis spécialisé plus tard, notamment parce que je ne voyais... Parce que vous étiez tropicaliste. J'étais tropicaliste d'abord. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que quand on glisse doucement vers la géopolitique, nous étions dans les années 80, beaucoup de gens travaillaient sur l'Afrique et le Moyen-Orient, et très honnêtement, ça ne me passionnait pas. Et je crois que quand on travaille sur l'Asie, on est vraiment confronté à une civilisation qui vous impose de reconsidérer les choses en tant qu'occidental. J'ai beaucoup d'amitié et de respect pour mes amis africains et arabes. Ça n'a pas la même dimension pour moi. Dès qu'on va en Asie, dès qu'on va en Asie, on est vraiment obligé de se remettre en question. On est confronté à quelque chose de beaucoup plus puissant et voilà, et de beaucoup plus fort qui nous amène à l'humilité. Et pourtant, vous êtes devenu docteur en sciences politiques. Malgré tout, vous avez glissé vers la géopolitique et c'est juste. Mais vous savez pourquoi? La politique internationale. C'est que c'était encore ces années où la géopolitique était mal vue. Yves Lacoste a été un premier à en faire et beaucoup de mes maîtres en géographie me disaient non, la géopolitique c'est pas de la géographie, et donc il a fallu que je change de discipline, mais mon cœur est resté au 191 rue Saint-Jacques dans ce bel institut de géographie. À mesure que je vous connais mieux, je vous fais de plus en plus penser à quelqu'un par qui je crois que je vous ai connu, mais je me souviens plus des circonstances. C'était à la fin du siècle dernier. Et oui. Qui était un grand curieux devant l'éternel et là disparu, c'est Hervé Couto-Bégari. Ah, Hervé Couto-Bégari. Nos auditeurs ne s'étonneront pas que je cite son nom, je le fais souvent. Et j'ai appris tout à l'heure que vous étiez... qu'il fut le directeur de votre jury. Non, il a été président de mon jury de thèse, parce oui. que c'était un spécialiste des questions navales et de géopolitique. Et voilà, et je ne sais plus, je crois que je l'avais rencontré lorsque j'étais jeune officier de marine. Et bien sûr, tous ses écrits étaient pour nous quelque chose de très important. Et effectivement, il m'a fait la gentillesse et l'honneur d'être le président de mon jury de thèse. Penseur de la puissance maritime. Ah oui, c'était un type assez extraordinaire. C'est par l'Asie que vous êtes arrivé, si on peut dire, à la marine, c'est ça? Non? Oui, à cause de votre affection pour l'Asie, absolument. Lorsque j'ai pris un engagement court dans la marine nationale et que je souhaitais m'orienter vers le renseignement, il y avait encore à l'époque peu de personnes ayant fait des études de géopolitique. Les années 82, 84, il y avait encore peu de spécialistes. Et les armées m'ont dit, mais tout de suite, effectivement, vous avez un profil qui nous intéresse. Et j'ai eu... Alors, je n'ai pas travaillé tout de suite sur l'Asie du Sud-Est. J'ai d'abord été officier de renseignement analyste sur la zone nord, Scandinavie, la Baltique et la Grande-Bretagne. Mais c'est très intéressant de travailler sur la Grande-Bretagne quand on fait du renseignement, parce qu'on apprend beaucoup. Et puis, bon, par chance, les mobilités font que les années suivantes, j'ai pu travailler sur ma zone de prédilection, qui était tout ce Sud-Est asiatique qui me fascine. Alors, je ne sais pas à qui je parle, parce que vous êtes... Quand on regarde votre fiche Wikipédia, je vous le dis tout net, on tombe sur des accusations terribles de complotisme. Absolument. Je ne sais pas, vous seriez un des porte-parole du gouvernement russe. Oui, ou un leader de l'extrême droite en France. Rassurez-vous, tout le monde est d'extrême droite maintenant. Donc oui, non, mais c'est quelque chose... À part ceux qui sont d'extrême gauche. Tout à fait. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, la manière dont des groupes activistes aujourd'hui sont capables de salir des pages. Je dirais pas de salir des réputations, parce que j'ai du mal à en mesurer l'impact, mais c'est très amusant, parce qu'il se trouve que dans les activités qu'on a, nous essayons... Là, vous parlez de Wikipédia. Oui. Alors, on voit les manipulations de ces gens-là. Il se trouve que moi j'ai toujours répondu à toutes sortes de journaux, Libération, L'Humanité, Le Vent se lève, la revue de LFI, comme des revues parfois très à droite, je le reconnais. Mais c'est équilibré. Et on voit tous ces activistes qui effacent systématiquement toutes les références de gauche. Michel Rocard a eu l'immense gentillesse de préfacer un de mes livres, mais pour eux je suis un suppôt de l'extrême droite, parce que égalité et réconciliation, on reprend mes propos. Écoutez, je crois qu'il vaut mieux en rire tellement c'est grotesque. Et je pense que Alain Soral aime aussi Mozart, et je ne crois pas que Mozart soit d'extrême droite. Bon, enfin, en tous les cas, on parlera peut-être de la Russie tout à l'heure, parce que ça vous a occupé ces dernières années et mis un peu sur le devant de la scène, mais vous l'étiez déjà pour des
On y reviendra aussi pour des études publiées ou non publiées, parce qu'on travaillait aussi à la demande, on peut dire. Tout à fait. Dans un cadre plus privé, sur les révolutions arabes. Vous avez publié beaucoup de choses dans les années 2010. Et d'une manière générale, CF2R, donc ça a le statut d'association, je pense. Oui, nous sommes j'ai horreur de ce terme, mais nous sommes un think tank, donc avec un statut associatif, puisque nous ne sommes pas une structure étatique classique. Voilà, il y a eu beaucoup d'autres choses, je les ai notées. Vous avez aussi je ne sais pas ce que c'était, un institut qui s'appelait Argos. C'est pareil. Ce sont des entreprises. Vu qu'en parallèle, il faut vivre, pardonnez-moi. Et donc, depuis une trentaine d'années, je fais aussi du renseignement économique en tant que consultant. Et donc, à travers le temps, nous avons eu plusieurs, avec quelques amis associés, nous avons eu plusieurs structures, voilà, qui nous permettent de faire ce genre de métier et d'opération. Alors, remontons un peu dans le temps, dans les années 80, donc. Je ne sais pas quand ça commence et comment ça s'est passé. Est-ce que je peux vous demander comment ça se passe? Vous entrez dans le renseignement parce que vous êtes curieux de l'Asie, parce que vous avez même fait des choses, mais je ne sais pas si vous l'avez fait après être entré dans les services français ou avant, des choses très romanesques, comme par exemple aider les combattants cambodgiens anticommunistes. Ah oui, ça paraît très romanesque, très lointain, mais ça c'était au service de la France. Non, c'est juste après, vous avez raison, nous étions dans les années 88-89. Oui. Effectivement, pendant les 2 ou 3 années, enfin presque 2 années et demie, on va dire, que j'ai passé dans l'enseignement, je n'y suis pas resté plus longtemps parce que j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal au bout d'un moment en mesurant le peu de considération que nos autorités politiques avaient pour le renseignement. Et donc, c'est pareil qu'on n'en sort jamais du renseignement, vous dites 2 ou 3 ans. Non, parce que j'ai toujours continué dans le privé, dans l'enseignement. Ah oui, mais après avoir passé 3 ans en base arrière, puisque je ne faisais pas de terrain, il faut être très clair, je suis allé sur le théâtre des opérations que j'avais suivi lorsque j'étais analyste, et c'est comme ça que je me suis engagé, que j'ai travaillé dans la guérilla au Cambodge, un petit peu en Thaïlande, au Laos. Contre les Khmers rouges, là. Alors, non. Plus contre les Vietnamiens à l'époque, puisque c'était mes amis cambodgiens étaient envahis. Alors bien sûr, les Khmers rouges, tout le monde a bien sûr à l'esprit ce qu'on appelle le génocide cambodgien, qui a été quelque chose de beaucoup plus complexe. Et j'avais commencé ma thèse à l'époque sur le sujet. Et puis vu qu'il y avait de grandes difficultés à trouver des archives, j'ai donc changé de sujet pour travailler sur les questions navales en Asie du Sud-Est. Mais oui, je me suis rendu à de nombreuses reprises, y compris de manière clandestine, mais alors vraiment à mes risques et périls. Je ne travaillais pas pour la France, bien que j'ai rendu quelques services en ces occasions, mais voilà, je gardais la nostalgie de Malraux, de la voie royale, et de pouvoir aller à Bantesraï et voir ces temples en grès rose que Malraux avait saccagé d'ailleurs en ramenant des petites statues des apsaras pour en faire un commerce illicite. Vous m'avez apporté une tête. Lui, Malraux, pas vous. Mais non, lui, pas moi. Vous nous avez apporté d'ailleurs la tête je me garderai bien de dire son nom, Jaya Varman VII. Voilà, c'est pas simple. Un roi du Cambodge. Oui, le roi de la grande. Angkor était une puissance, enfin, tout à fait. C'était le centre d'une puissance. Oui. La grande splendeur angkorienne qui dominait toute l'Asie du Sud-Est, cette civilisation khmer est absolument passionnante. Et je dois avouer que ce qui m'a fasciné après avoir quitté l'enseignement, c'est vraiment de travailler avec toute cette diaspora cambodgienne et essayer de reconstituer cette histoire des Khmers rouges avec tous ceux qui avaient été leurs premiers penseurs. C'est quelque chose d'absolument fascinant parce que les Khmers rouges sont nés en France. Ils sont nés dans la banlieue française. Pol Pot était étudiant à Sciences Po, Bordeaux. Voilà, non, mais ils étaient tous. Il a fait l'UP de Bordeaux. Voilà, Khieng Sari, Kyosampan, tous ces gens-là étaient à la cité universitaire, à la maison du Cambodge. Il y avait entre eux des discussions extraordinaires sur les septembriseurs. Ils se disputaient en parlant des échanges qui ont pu exister entre Saint-Just et Robespierre. Et c'est là où on mesure l'impact qu'a eu l'histoire de France sur je ne sais combien de révolutions dans le monde. Et c'était très amusant de retrouver le lien entre notre histoire à nous, Français, et puis cette histoire cambodgienne qui a été fascinante aussi. Alors, vous dites que vous avez quitté le renseignement, vous ne l'avez pas quitté. J'ai quitté les services de l'État. Les services de voilà, l'État. absolument. Mais au fond, c'est
vous remplissez pour en rester, on va pas en rester à l'Asie, puisque vous êtes intéressé à bien d'autres gros dossiers, mais y a un cas assez intéressant, c'est la Birmanie. Oui. C'est aussi un service public, mais vous étiez appointé par Total pour déblayer un peu. Je sais pas comment on peut agir. Là, on était dans une guerre concurrentielle. C'est vrai que au milieu des années, Total était très attaqué. Moi, je l'ai vu au Parlement européen pour ce qui est notre entreprise nationale. Je crois que c'est le premier contributeur au budget français. Donc, c'est très précieux, Total. Il y a des rigolos qui veulent supprimer carrément tuer Total. C'est pas le service public, mais presque. Quand vous travaillez pour Total en Birmanie, c'est aussi au service de la France, malgré tout. Oui, racontez-nous cette mission qui va permettre à nos auditeurs de comprendre ce que vous faites. Alors, Total vous demande de l'aider dans le cadre d'une concurrence très dure. Et d'une menace de guérilla sur la construction d'un pipeline. 1994, Total, après une opération de forage en mer d'Andaman, donc au large de la Birmanie, des îles Nicobar, trouve des champs gaziers très importants. Que les Américains d'Arco et Texaco ne trouvent pas et ils ne vont cesser d'essayer de déstabiliser Total pour récupérer ces ressources. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé. Total signe un contrat, bien sûr, avec le gouvernement birman, qui était une junte militaire tout à fait critiquable à l'époque. Et le but était de construire un pipeline qui a livré à une centrale thaïlandaise, en traversant la péninsule du Tenasserim, toute cette énergie. Et donc, le chantier ayant lieu en jungle... C'était du gaz, c'était pas du pétrole. C'était du gaz. C'était du gaz. Ouais. C'était du gaz. Et le chantier ayant lieu en jungle, les concurrents américains ont fait en sorte que des groupes de guérilla descendent dans la zone et essaient de perturber par des attaques la construction de ce chantier. Donc ça a été aussi l'une des premières grandes opérations de guerre économique sur les grands contrats. Et l'équipe à laquelle j'appartenais, parce que je n'étais pas maître d'œuvre sur ce dossier, avions été chargés bien sûr d'assurer la protection à la fois physique mais aussi sur le plan du renseignement de tout ce chantier. C'était quelque chose de fascinant à la fois sur ce rapport de force avec des groupes mercenaires qui essayaient d'attaquer ou de faire des attaques au mortier contre les positions. Mais il y a eu aussi toute une partie écologique passionnante parce que la péninsule du Tenasserim est l'un des rares endroits d'Asie où on trouve une forêt primaire. Parce que sinon, partout ailleurs, les forêts ont été détruites par le brûlis. Et ce qui est merveilleux dans une forêt... par des cultures de brûlis ou autres, mais là, la forêt n'a jamais été brûlée, ce qui fait qu'elle a une caractéristique extraordinaire, c'est que les arbres sont très très hauts, vous avez une frondaison qui fait de l'ombre, et du coup, il n'y a pas de jungle au ras du sol, et on y trouve des ours, on y trouve toute une série d'espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et en dehors du fait que nous travaillons dans une situation de tension et de danger, il y avait sur le plan écologique des choses absolument exceptionnelles. Vous trouvez un stupa au milieu de nulle part, et on tombe sur des villages birmans qui vivent à l'âge de pierre, où il y a encore quelques pêcheurs. C'est comme toujours dans le renseignement, il y a un côté très géopolitique et très romantique, en fait. Très romanesque, pardon, très romanesque. Ah, vérité romanesque et mensonge romantique. Absolument. Lapsus révélateur. Mais vous voyez, ça c'est très intéressant cette mission pour Total. Vous en avez fait des dizaines et des dizaines parce que on se rend compte que vous serviez la France malgré tout. Mais bien sûr. Et vous avez, on peut le dire, la France chevillée au cœur. Vous êtes très. C'est assez rare parce que d'une certaine façon. On peut dire, et nous en plaignons beaucoup aux nouveaux conservateurs, revue à laquelle vous avez plusieurs fois contribué, je vous en remercie. Et vous nous donnez aussi beaucoup de renseignements, je dois dire, vous nous renseignez, très gracieusement toujours. Vous avez donc une espèce de passion de faire en sorte que la France, qui se déprécie beaucoup, reste une grande puissance. C'est aussi ce que dit l'affaire Total. Alors que quelquefois les spécialistes du renseignement se vouent au plus offrant, non? Mais vous, ça vous arrive pas? Oui, alors. C'est comme ça qu'on vous traite de complotiste. Oui, non, je ne ferai pas ce procès. Vous êtes un peu national. Voilà, à mes camarades, enfin, dont certains deviennent parfois des mercenaires, mais c'est vrai que plus on voyage à l'étranger, plus on mesure. Moi, j'ai vraiment mesuré deux choses. C'est à la fois l'image extraordinaire que la France a laissée. Moi, je me souviens, un de mes premiers, enfin, à l'occasion d'un de mes séjours dans la guérilla cambodgienne, c'était au moment de la guerre du Golfe en 90-91, et je suis accueilli par des guérilleros cambodgiens dont un était je crois un ancien licencié, un ancien prof de français qui me disait:
je vois enfin un Français, France, mère des arts, des lettres et des lois. Ah, il vous dit ça? Ah oui, c'est extraordinaire. Agrippa Dominier? Ah, bien sûr. En pleine brousse. Vous imaginez, c'est là où on se dit, mais finalement, notre pays a un rayonnement qui est absolument extraordinaire. Et par contre, je me souviens d'une autre réunion, alors de manière officielle à Téhéran, il y a 7 ou 8 ans, où j'étais invité par les Iraniens, parce que le but du renseignement, c'est de parler à tout le monde, et nous essayons de parler à tout le monde. Et à l'occasion d'une de ces réunions, j'étais avec des Pakistanais, des Yéménites, des gens qui sont, entre guillemets, très différents. Et ils me disent un jour, You know, France is back. Je leur dis, mais en quoi la France est de retour? Elle me dit, non, la France n'est pas de retour. Vous êtes rentré dans le rang, vous êtes un auxiliaire des Américains, comme les Italiens, comme les Allemands, comme les Autrichiens. Ah, oui, et ça a été pour moi une paire de claques monumentales. Ça vous a fait du mal. Ah oui, ça je trouve que c'est terrible. Et malheureusement, la crise ukrainienne, l'attitude de l'actuel hôte de l'Élysée, dont je ne prononcerai pas le nom, ne font qu'accroître cette descente aux enfers que nous vivons en ce moment. Oui, on voit que ça vous fait de la peine. En quoi vous êtes bien breton? J'ai oublié de dire que vous êtes de famille bretonne. Et Morbihanais, oui. Mais du pays gallo. Du pays gallo, c'est-à-dire de cette partie de la Bretagne, finalement, qui est la plus ancienne. En réalité, les archéologues ont prouvé que l'endroit de France où on a trouvé les plus vieilles traces de langue gauloise, c'est la région du Morbihan. Donc, voilà. Quel est votre Morbihan, alors? C'est un Morbihan? Ah, moi, je suis près de Lorient, alors? Non, à l'intérieur des terres, Rochefort-en-Terre, voilà, Malétroit, de l'Argoate. Donc, la Bretagne paysanne et non pas la Bretagne maritime. D'accord. Mais pour autant, vous ne vivez pas en Bretagne. Je tiens à le dire aussi parce que je vois beaucoup ça en vous. Vous aimez les hauteurs, vous vivez en Savoie. Voilà. Qu'est-ce qui vous a emmené en Savoie d'ailleurs? Je suis un Carbocou d'abord. Ayant été officier de marine, je me suis retrouvé à Toulon à un moment donné. Et on dit parfois qu'un Breton qui découvre les pays chauds ne revient pas au pays. Donc je suis resté dans le quart sud-est de la France où j'ai beaucoup bougé. La Savoie, c'est pas si chaud que ça. Hein? Non, mais ça c'est un peu, c'est un peu une évolution récente. Vous êtes bourlingué, hein, quand même. Oui, voilà, mais j'aime beaucoup vivre dans des endroits différents en France, après avoir été longtemps parisien aussi, il faut le dire. Vous bougez beaucoup, vous donnez des cours. Alors vous êtes aussi professeur, il faut dire, dans plusieurs universités. Enseignant, intervenant. Enseignant. À l'étranger, en France, on vous voit à Toulouse, vous êtes habilité à diriger des recherches par l'université de Toulouse. Vous êtes aussi souvent appelé comme enseignant, comme consultant, comme on dit maintenant, par des grandes écoles. Je crois que vous donnez des cours à l'ENA. Alors non, je suis intervenu à un moment donné, mais c'est vrai que ça va dans le sens de ce que l'on fait avec l'équipe du CF2R. Le but est d'initier et de former les gens à ces questions de renseignement qui nous semblent quelque chose d'indispensable. C'est une discipline qui a longtemps souffert d'une image déplorable. Et en plus, je vais vous dire quelque chose qui me paraît essentiel. Pour moi, le renseignement est une arme de paix. C'est-à-dire que voilà. Pourquoi voulez-vous donner une culture de renseignement au peuple français qui ne l'a pas spontanément, je crois pas? Absolument. Regardez, nous n'avons pas de tradition du roman d'espionnage alors qu'on a une grande tradition du polar. Voilà, il y a pas de tradition du film d'espionnage en France non plus. Mais et je pense que ne pas avoir de culture du renseignement nous défavorise dans la compétition économique, dans la compétition politique internationale. Et plus de la moitié des chercheurs qui sont dans mon équipe sont des anciens des services français, tous services confondus, intérieur, extérieur. D'autres sont des chercheurs plus, qui se passionnent pour le sujet et qui l'étudient. Mais je crois que c'est effectivement un facteur de compétitivité essentiel, parce qu'il permet d'anticiper des tas de situations, il permet de les régler discrètement aussi. Et je crois que c'est une arme de paix parce que si on est capable d'anticiper cela, d'utiliser un peu cette diplomatie parallèle pour régler des problèmes, on évite de s'engager dans des conflits majeurs. Et je me souviens à la fois de plusieurs réunions, tant avec mes amis israéliens qu'iraniens, dans lesquelles je leur disais, écoutez, je préfère sincèrement que vous fassiez quelques assassinats ciblés de temps à autre, plutôt que de déclencher des guerres comme celle terrible que l'on voit en ce moment et qui pourrait d'ailleurs encore dériver davantage dans les jours ou les semaines qui viennent. Et alors, que ce soit une arme de paix, je veux bien, mais tous les services de renseignement, ce sont petits, ça a été plus long en France qu'ailleurs, centré sur ce qu'on appelle le renseignement économique, dont vous êtes un des premiers chevaliers. Alors nous avions reçu Alain Juillet. Ah bah oui, encore plus que moi, Alain a une énorme expérience en la matière. Bien. Il faut citer aussi le nom de Bernard Carayon, qui a été en tant que parlementaire un des premiers à tirer la sonnette d'alarme. Il faut se concentrer sur les questions économiques, à la fois comme contre-espionnage pour savoir
qui nous espionne. C'est ça, et nous protéger des fuites. Contre-attaquer à l'étranger. Tout à fait. Ouais, alors, ça, les services le font un petit peu, mais c'est vrai que c'est un métier qui, à partir du milieu des années 95, s'est beaucoup développé dans le secteur privé, à la fois parce que, à la fin de la guerre froide, beaucoup d'anciens du renseignement, et pas seulement en France, parlaient des langues des pays de l'Est, finalement, et se disaient, la guerre froide étant terminée, nous n'avons plus d'utilité. C'est vrai que pendant une période, on a pensé vraiment que les choses se calmeraient. Et donc, beaucoup de ces femmes et de ces hommes sont passés dans le privé au moment où, justement, la compétition économique se battait son plein, puisque la guerre froide étant terminée, les Américains commençaient à nous tailler des croupières tous azimuts, et eux-mêmes ayant développé bien avant nous ce renseignement compétitif, commercial. Bon, alors aujourd'hui, il y en a des hommes d'État qui s'intéressent au renseignement. Dans quel état est le renseignement français aujourd'hui, tel que vous le voyez, parce que vous avez beaucoup de collaborateurs qui en sont, qui en ont été. Non, le renseignement français s'est considérablement modernisé déjà à partir du milieu des années 90, puis sous Nicolas Sarkozy, qui a fait un certain nombre de réformes, et puis malheureusement après les attentats du Bataclan que nous avons connus. Donc nous sommes aujourd'hui polarisés sur le sur la lutte antiterroriste aujourd'hui, et puis malheureusement l'enchaînement des conflits fait que Dieu merci, l'appareil a pris de plus en plus d'importance. Voilà, on n'a pas encore recréé la culture du renseignement, nous n'avons pas les moyens de nos, on va dire, de nos grands partenaires ou concurrents. Les Chinois, les Américains, les Russes sont des années d'avance sur nous. Les Britanniques, qui ont à peu près des responsabilités similaires aux nôtres au niveau international, sont quand même encore un petit peu en avance en termes d'effectifs, de budget. Les Israéliens, qui ont une population 10 fois inférieure à la nôtre, ont autant d'hommes et de femmes dans le renseignement que nous l'avons. Je crois que vous avez consacré un livre au service de renseignement israélien. Absolument, c'est tout à fait juste. J'ai vu passer ça dans votre énorme biographie, parce qu'on peut dire que vous pondez, c'est un défaut que j'ai. Il y a plusieurs services de renseignement israélien. Bien sûr, évidemment, mais comme dans tous les pays, tout est très diversifié. Il y en a 8 ou 10. Il y en a 16, mais... Il y en a 16. Il y en a 16. Donc, il y a souvent autant de services que de métiers, qu'on fasse de la sécurité, de la technique, du militaire, du civil. Voilà, non, c'est quelque chose qui est... Encore une fois, c'est intéressant parce que ça montre à quel point ce métier est méconnu. Oui. Alors, méconnu aussi par les décideurs, c'est ça le problème. C'est que nous savons beaucoup de choses, mais quand on voit qui prend les décisions dans un aveuglement total et avec une seule logique, si on était méchant, on dirait la logique politicienne consistant à suivre l'Empire, c'est-à-dire les États-Unis, ou tout simplement à se guider par des idéologies de poche. Je pense évidemment, il faut que nous en parlions un peu, à la question russe. Oui. Tout ce que nous savons, au fond, n'a servi à rien quand on voit la traduction politique, qui est un suivisme otanien pur sucre. Et on suit dans sans réfléchir et sans savoir et sans penser ni aux tenants ni aux aboutissants. Alors là, vous avez publié plusieurs ouvrages sur l'affaire russe. Et vous la décryptez depuis, et notamment ukrainienne, depuis son départ. Au fond, on peut dire depuis 1990. Mais depuis la fin de la guerre froide. La fin de la guerre froide. Moi, j'ai connu la guerre froide et donc nous luttions contre les soviétiques. Alors, c'était pas mon domaine puisque j'étais sur le sud-est asiatique, mais la menace de l'Union soviétique était terrible. L'infiltration des services soviétiques en France avec, la complicité de l'appareil clandestin du Parti communiste, pas du parti classique qui n'était pas au courant. Mais en France, bien sûr, c'était quelque chose de très important. Et il y avait plus d'espions des pays de l'Est en France, d'officiers d'enseignement des pays de l'Est qu'il n'y avait de membres de la DST. C'était très très périlleux. Mais par contre, nous avons renoué des liens avec eux dès la fin de la guerre froide et j'ai eu la chance, notamment de le faire grâce à Constantin Melnik, qui avait été le chargé de renseignement du général de Gaulle, le coordinateur du renseignement du général de Gaulle et de Michel Debré pendant la première guerre d'Algérie. Qui était d'ailleurs tout jeune à l'époque. Et d'abord, ça a été très intéressant parce que ça nous a permis de voir que le fossé qui nous sépare des Russes était beaucoup plus faible que le fossé qui nous sépare des Américains. À la fin de la guerre froide, on s'est rendu compte qu'on avait quand même plus d'accointances culturelles. Je mets de côté l'aspect idéologique qui était bien sûr pour moi tout à fait antagoniste. Et donc je n'ai cessé... Mais secondaire. Voilà. Alors après, bien sûr, qu'on défende la Sainte Russie, pour eux, je le comprends, qu'on défende l'idéologie marxiste-léniniste, la dictature du prolétariat. Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on avait des connivences toutes trouvées. Oui. La tradition culturelle, littéraire, musicale. Nos amis américains, même si leur domaine technologique est très fort, même s'ils sont des gens très attachants, étaient déjà à l'époque, je vous parle de ça dans les années 90, il y avait déjà une régression culturelle qui était énorme par rapport à nous. Et donc les liens qu'on a rebâtis à ce moment-là étaient très intéressants parce que on avait les uns et les autres une vision déformée du conflit.
Je me souviens de réunions avec des gens de la CIA, du KGB et nous Français, où les gens de la CIA disaient aux gens du KGB, mais vous avez fait ça, ça, ça et ça. Et les gens du KGB leur disaient, mais non, c'était pas nous, c'était le Comintern. Et inversement, les hommes du KGB interrogeant de la CIA en disant, mais vous avez fait telle opération. Et les Américains, c'est pas nous. Vous voyez, c'était très intéressant cette période parce que on découvrait que les miroirs que nous avions étaient déformés. Et puis, les liens qu'on a bâtis nous ont permis, nous, en tout cas moi c'est la vision que nous avons eue avec mon équipe, parce qu'on vient tous de ce milieu, de voir la manière comment depuis 1990 nous n'avons cessé de bafouer les intérêts russes. Je n'ai aucun intérêt. Alors c'est ça ce qui ressort de vos ouvrages, c'est que dès le début, vous êtes très précis sur le Maïdan, l'implication. D'ailleurs, vous parlez de guerre américaine à propos de la guerre ukrainienne. Je crois que c'est même le titre. Du premier, on en fait un triptyque sur la guerre en Ukraine. Le premier s'appelle la guerre américaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous partez de loin. Vous voyez très vite que les États-Unis, peut-être un peu désemparés par l'effondrement du bloc soviétique, ont tout de suite des visées de puissance, de contrôle de la Russie et, si possible, de destruction de la Russie. Démembrement. De démembrement. Absolument. Avec Elstine, ils s'en donnent un cœur joie. Et quand ils font des promesses consistant à tenir l'OTAN à l'écart de la Russie, ils ont déjà l'idée de rouler tout le monde dans la farine, si j'ai bien compris, et de vouloir prendre le contrôle, à tout le moins prendre le contrôle, voire dépecer la Russie, puisqu'il y a même des plans de dépeçage, de démembrement de la Russie dès les années 90. Dès le départ, ils avaient deux objectifs: faire en sorte que la Russie ne redevienne jamais une grande puissance. Donc c'est quand même déjà avoir une attitude très hostile. Donc ça, c'était très frappant. Alors même que les Russes nous ont ouvert les portes vraiment dans les plus grandes largeurs. Il faut rappeler que dès les années 90, le FBI travaillait avec la milice, qui est la police locale. C'est quasiment l'ambassade américaine à Washington, à Moscou, qui faisait la politique économique. Il y a eu les traités ciel ouvert où on pouvait survoler leur territoire. Ils ont rapatrié leurs troupes de tous les pays du pacte de Varsovie sans problème. Ils ont ramené leur tech nucléaire. Et quand on discutait avec les Russes nous disent, écoute, d'abord, leur vision est obligatoirement subjective, mais ils nous disaient, nous n'avons pas perdu la guerre froide. Notre système s'est écroulé, mais nous n'avons pas perdu la guerre froide. Nous avons tout rapatrié. Et ils se considèrent, leur position, c'est de dire, ne nous traitez pas comme des vaincus. Alors, c'est bien ce qu'ont fait les États-Unis. C'est bien ce qu'ont fait les États-Unis. Alors, c'est pas totalement infondé, mais moi, ce qui m'a frappé dès le début, connaissant l'histoire, je me dis, nous sommes en train de faire l'erreur de 1918 avec l'Allemagne, en traitant qui pour le coup avait quand même perdu ce conflit, et nous allons créer une deuxième guerre à échéance de 10 ou 20 ans. C'est exactement ce qu'ont fait les Américains. Mais le but n'est pas de défendre la Russie, mais d'essayer d'instaurer une paix mondiale qui tienne un petit peu en respectant les intérêts des uns et des autres. Est-ce qu'il faut citer Brzezinski une fois de plus? Tout est écrit noir sur blanc dès 97, c'est-à-dire que le regard, enfin la politique des États-Unis envers la Russie est affreusement hostile, mais est-ce qu'on peut la justifier, comme le fait plus ou moins Brzezinski, par le danger chinois? Les États-Unis, c'est de plus en plus clair, ont peur d'une confrontation avec la Chine, et ça je l'ai vu je crois sous votre plume, mais on ne l'a pas compris tout de suite. Il y a un jour ou l'autre où la confrontation avec la Chine, entre les États-Unis et la Chine, sera inévitable. Je crois qu'il y a d'ici 2050 ou quelque chose comme ça. C'est une vraie question. Il faut comprendre la question russe dans le cadre de cet affrontement avec l'autre grand mastodonte. En fait, la politique américaine va chercher par tous les moyens à éviter cette confrontation qu'ils craignent, et pour l'éviter, il faut qu'ils aient un rapport de force favorable. Et donc, l'objectif, c'est que toute l'Europe soit derrière eux, c'est de s'approprier les ressources humaines et matérielles de la Russie, à la fois pour faire tourner l'économie et une économie éventuelle, et la Sibérie, bien sûr. Maintenant, les économies américaines et chinoises sont tellement interpénétrées que, j'ai envie de dire, je pense que une guerre serait quelque chose de très destructeur pour les deux, sans même parler d'une guerre nucléaire. Donc, j'ai envie de dire, les deux acteurs n'y ont pas véritablement intérêt. C'est pour ça qu'il y a une forme l'interdépendance crée une forme d'équilibre. Alors qu'il n'y avait pas d'interdépendance économique avec la Russie, d'où ce que l'on a vu depuis 2021. Mais les Américains s'y préparent quand même, en disant la meilleure façon d'éviter un conflit, c'est d'avoir un rapport de force qui soit favorable. Et je pense que, de toute façon, ils ne feront rien autour de Taïwan.
De toute façon, tout le monde a reconnu l'appartenance de Taïwan à la Chine depuis du général de Gaulle, les Américains. Donc ce serait quand même pour le moins paradoxal. Et je ne pense pas que les Chinois iront par la force. 2049, donc ce sera le centenaire de la République populaire de Chine. C'est l'objectif qu'ils se sont fixés. Pour récupérer Taïwan. Oui, il nous reste 14 ans. Je pense que le calendrier n'est pas erroné. Un peu plus de 14 ans. Oui, pardon, nous avons 24, excusez-moi. Mais enfin, le temps est long pour les Chinois. Absolument. De toute façon. Voilà. Alors, revenons à cette affaire de Russie, parce que là, vous vous êtes tout de même beaucoup distingué, avec beaucoup de courage, parce que vous avez vu venir l'intention impériale, les États-Unis essayant de faire avancer l'OTAN aussi près que possible de Moscou, déstabilisant le régime de Poutine. Il préférait celui de son prédécesseur, il faisait ce qu'il voulait. Vous venez de le rappeler du temps d'Elstine, c'était plus du tout le cas du temps de Poutine à partir de 2000, essayant de déstabiliser la Géorgie, ça c'était 2008. Loukachenko, c'était plus difficile, mais il y a eu des entreprises de déstabilisation de la Biélorussie aussi. Je sais pas ce qu'ils ont espéré, parce que vraiment, je suis allé en Biélorussie justement à l'occasion d'élections à Minsk. Je voyais pas vraiment comment on pouvait arracher la Biélorussie à la Russie. C'est pas réaliste, absolument. Et tout s'est concentré à partir des années 2010, puis 2014, sur l'Ukraine. Absolument. Alors là, il n'y a pas mieux que vous. Alors il y a une énorme littérature sur le sujet. Oui, il y a beaucoup de spécialistes qui ont travaillé. Qui voient aussi clair que nous, que vous, ou moi, grâce à vous. Oui, nous ne sommes pas les seuls. On peut citer beaucoup de gens. Ne commençons pas, parce que tout de même, il y a pas mal de... On va en oublier à beaucoup. Absolument. Et il y a pas mal, le nouveau conservateur, on a souvent rendu compte, il y a pas mal de bons esprits qui ont quand même déniché ce que nous avons fini par comprendre, c'est-à-dire l'instrumentalisation du gouvernement ukrainien au service des États-Unis. C'est pas très difficile parce que, comme vous le dites quelque part, l'Ukraine est un pays corrompu dès son origine. Vous avez dit que c'est un sport national. Oui, mais ce n'est pas un État démocratique, c'est un État failli. Ça n'a jamais été. Nous défendons comment dire. Alors, j'ai beaucoup de compassion pour la population qui souffre, d'ailleurs des deux côtés, qu'il soit dans le Donbass ou de ce conflit, mais je ne sais même pas si on peut parler d'un gouvernement ukrainien. C'est un gang qui s'enrichit de manière éhontée depuis. Et d'ailleurs, tous les prédécesseurs de Zelensky, les Timochenko, la Jeanne d'Arc ukrainienne était une femme corrompue au dernier degré. Yurchenko avant lui également. Et donc, c'est avant elle, pardon. Ce pays, sans lui faire insulte, n'a jamais répondu à aucun critère démocratique. Il était corrompu, l'économie ne marchait pas. Et paradoxalement, il marchait mieux du temps des soviétiques. Oui, mais je ne regrette pas cette période. Non, je veux bien le croire, c'est pas du tout ce que je vous demande, mais économiquement, ça marchait mieux. Et la population ukrainienne est arrivée à 52 millions d'habitants. Oui. Au moment de l'indépendance, en 90-91. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, elle est moitié moindre. Elle est descendue à 41 millions au début du conflit. C'est quand même le seul exemple que nous ayons dans un pays, entre guillemets... Avant même avant le conflit. Je ne vais pas dire dans un pays développé, je vais dire dans un pays blanc. Voilà. Dire, oui. 9 millions 11 millions de personnes ayant quitté le pays en raison de la criminalité, de la corruption et du sous-développement. Et je crois qu'on est descendu à une trentaine de millions aujourd'hui. Alors c'est plus compréhensible parce que beaucoup ont fui, mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont fui. Ça veut dire il y a des Ukrainiens qui ne veulent pas se battre pour leur pays. Ça donne quand même une idée de la défiance qu'il y a à l'égard de ces autorités. Est-ce qu'il y a vraiment une nation ukrainienne? C'est difficile à dire. Oui, moi, ça m'est difficile. Je ne connais pas assez la région. Puis je vois des théories très variées. Mais en tout cas, quitte à se faire des ennemis, on est sur une zone frontière et toute la partie russophone a toujours été historiquement dans le giron de la Russie. Je crois que même le mot Ukraine vient du mot frontière. Enfin, absolument, je crois que c'est vraiment un pays frontière et quantité de Russes ont des parents ukrainiens, à commencer par Solzhenitsyn, dont je crois la mère était ukrainienne, à moins que ce soit l'inverse, mais les deux peuples, si on peut parler de deux peuples, sont tellement mêlés que ça a été bizarrement facile pour les États-Unis. Enfin, est-ce que ça a été si facile de détacher l'Ukraine? Oui, parce que dès le début de la guerre froide, grâce à la corruption, les Américains ont développé vraiment un plan d'action politique et militaire clandestin pour créer des mouvements de guérilla et de déstabilisation
déstabilisation de l'Ukraine. Alors, l'Empire soviétique étant un régime policier de la pire espèce, beaucoup de ces actions ont été vouées à l'échec, mais les Américains, comme ils l'ont fait partout, se sont d'abord polarisés sur des éléments qu'on appelle aujourd'hui les néo-nazis ukrainiens, qui étaient des éléments ayant travaillé pour l'Allemagne nazie parce qu'ils étaient farouchement anticommunistes et anti-soviétiques. Donc ils ont entretenu ces réseaux dès 1947, ils en ont hébergé aux États-Unis, et finalement le lien s'est fait de manière assez classique jusqu'à aujourd'hui. Alors moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est la cécité, en tout cas, de beaucoup de journalistes, d'experts, et ce que l'on fait passer à notre opinion publique, c'est qu'il y a les événements de 2014. 2014, c'est un coup d'État. Le président Yanukovych, mais oui, mais bien sûr, mais le président Yanukovych, corrompu comme ses prédécesseurs, ne valant, mais élu démocratiquement avec des observateurs de l'OSCE présents sur place, renversé à 1 an des élections présidentielles. Oui. Est-ce que les Ukrainiens n'auraient pas pu attendre 1 an de plus pour le... Mais il allait signer des accords avec la Russie. Voilà. Et puis après, un gouvernement qui est élu, qui utilise la manière forte contre le Donbass, donc qui ne respecte pas la Charte des Nations Unies. Dont nous ne parlions pas d'ailleurs, mais vous le saviez, vous publiez des choses là-dessus, mais la guerre que le gouvernement de Kiev, en particulier quand Zelensky est arrivé au pouvoir, a menée contre on peut dire les Russes, mais ils sont les russophones, les russophones à tout le moins de l'Est, a été terrible. On parle de 18 millions de morts. Ah non, 18 000 morts. 18 000, oui, mais ça, ça a commencé avant Zelensky, il faut être très clair. Oui. Quand Zelensky a été élu en 2019, vu qu'il parle sa langue natale, c'est le russe, il parle mieux russe qu'ukrainien. Il a été élu justement pour réconcilier ces deux composantes. Et finalement, pris sous l'influence des milices d'extrême droite et des éléments ultranationalistes qui l'ont menacé de mort. Si justement il est dans cette direction, eh bien il s'est totalement aligné sur leur attitude. Mais encore une fois, il y a eu des dénis démocratiques terribles. On interdisait aux russophones l'usage de leur langue. Voilà. Ce serait passé dans un pays occidental, tout le monde aurait hurlé. Mais à partir du moment où les Américains avaient d'abord modifié l'information en leur faveur, dans un seul sens, avec un narratif, comme on dit, construit sur mesure, eh bien tout ça a été passé sous silence. Nous avons, des éléments qui nous permettent de dire qu'à force de bafouer comme ça les intérêts de la Russie, de s'approcher de plus en plus de ses frontières, de faire miroiter une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, les Russes n'ont eu d'autres solutions que d'intervenir. Alors on dit beaucoup que Vladimir Poutine est tombé dans un piège, mais pouvait-il faire autrement que d'intervenir à un moment ou à un autre? Je crois qu'il ne pouvait pas faire autrement. Du point de vue de l'intérêt national russe, il était obligé de réagir à un moment ou à un autre. Ouais. Mais vous observerez que c'est un demi-échec pour tout le monde. Les Américains ne sont absolument pas parvenus à affaiblir la Russie, donc leur stratégie est un échec. Par contre, ils ont asservi l'Europe encore plus qu'elle ne l'était. Et les Russes, même si aujourd'hui ils conserveront, moi j'en suis convaincu, les régions, les oblasts du Donbass qu'ils contrôlent et la Crimée, se sont trouvés malheureusement totalement séparés de l'Occident. Voilà, donc c'est pas du tout ce que voulait Poutine. C'est ni ce que voulait Poutine, ni ce que voulaient les Américains. Et finalement, chacun n'a eu qu'une demi-victoire ou un demi-échec. Peut-être que les États-Unis ne sont pas mécontents, mais nous, Européens, spécialement français, on n'avait aucun intérêt, pas simplement, bien que ça importe beaucoup pour des raisons d'approvisionnement énergétique, on voit le résultat, mais aussi pour les liens que nous pouvions avoir avec une puissance qui compte beaucoup de ressources et qui comptera pour l'Europe, qui pourrait compter pour l'Europe à la fin de ce... Et vous savez, dans les échanges que nous avons eus, que nous en arrivons encore à avoir de temps en temps avec nos alter ego russes, ils m'ont dit un jour quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Ils m'ont dit, on n'oubliera pas la France. En ce sens où que les Américains cherchent à nous déstabiliser, c'est de bonne guerre. Que les Anglais nous attaquent, on connaît l'atavisme anti-russe. De régler nos comptes avec la France. Que les Allemands nous trahissent, passe encore. Mais la France, avec laquelle nous avions des vieilles relations, avec laquelle c'est comme avec la Serbie. On a pris l'habitude d'attaquer nos plus proches alliés. Voilà. Bon, je pense qu'on ne peut pas se passer de la Russie dans les relations internationales et que le fait d'avoir créé ce fossé est quelque chose de terrible. Une guerre est terrible. Donc, il y a effectivement des tués, des massacres, des choses, des massacres, des éliminations de toute nature de part et d'autre. On a deux régimes en partie corrompus de part et d'autre. Mais, indéniablement, je dirais, le régime ukrainien, c'est pour moi un contresens total que des démocraties soutiennent un régime de ce type-là. Quand on pense qu'avec le langage que vous tenez, qui me paraît très modéré, on vous
je suis un terrible pro-russe, absolument. Oui, on pense que pour autant, vous êtes pratiquement le porte-parole du gouvernement. Mais j'ai eu de la vodka très tôt dans mon biberon, je vous rassure. C'est incroyable, parce que votre parole est très équilibrée quand on vous dit c'est extrêmement je l'espère, mais c'est le problème de la caricature que l'on trouve dans les médias, sur Wikipédia, dans des choses comme ça, on n'y en échappe pas. Mais après, est-ce qu'il y a encore des journalistes ? Ils sont tellement activistes. C'est la question à laquelle je voulais arriver. Comment expliquez-vous, parce que ça a été dès le début, immédiatement, dans les jours qui ont suivi l'opération spéciale de février 2022, on a vu une presse absolument à la solde des Américains. Chambre d'écho de ce qu'ils reprenant, mais alors là, je vous ai vu écrire des choses très dures là-dessus, vous posant des questions qui, ils sont incompétents, ils sont payés, qu'est-ce qui se passe pour que les deux, mon général. Les deux, on a vu par exemple un certain nombre de journaux qui étaient à deux doigts de déposer le bilan, comme R et Cosmos ou le magazine Géo, qui est un magazine de nature et de découverte d'une certaine manière, qui publie des articles sur le conflit en Ukraine qui ne sont pas du tout son objet social et qui prennent un parti pour Zelensky qui est absolument grotesque. Oui, il y a toute une série de médias. En plus, on a fait une censure vis-à-vis des médias russes que nous n'avons pas fait pendant la guerre froide, alors que la menace russe était quelque chose, enfin soviétique était quelque chose de réel, que l'infiltration soviétique. Bon, non, il y a une prise de parti absolument incroyable, en partie inexplicable, et qui est pire qu'aux États-Unis. La presse américaine est plus critique à l'égard de la politique de son propre gouvernement sur ce sujet que nous ne le sommes en France. Vous dites en partie inexplicable, mais quand même... Et en partie explicable. Vous avez une théorie. Alors, elle a un nom américain, cette théorie, cette manière de voir les choses, qui s'appelle social, je ne sais pas comment ça. Oui. C'est-à-dire la manipulation. Le social learning, mais le social learning... Social learning, oui. Alors, en français, comment peut-on dire ça? Alors, ce qu'on appelle le social learning, on pourrait le traduire par le formatage culturel des élites. Oui. Et c'est une tradition que les Américains, enfin c'est une technique que les Américains ont développée à partir de la Seconde Guerre mondiale. Déjà même pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques et les Américains commençaient à travailler avec les élites allemandes qui étaient opposées au nazisme et on commençait à leur expliquer ce que c'était que la démocratie, comme quoi il fallait qu'on rebâtisse des relations après-guerre. Donc il y a une vraie forme d'influence. On a eu le même phénomène à la fin de la guerre froide, où Britanniques et Américains, dans le cadre de l'OTAN, ont réuni beaucoup de populations issues, enfin de jeunes élites issues des pays d'Europe de l'Est qui allaient s'affranchir du pouvoir soviétique pour leur inculquer des valeurs, on dirait démocratiques, mais en réalité des valeurs anglo-américaines. Et ce travail se fait par le fait anglo-américaine. Eh oui, anglo-américaine. États-unienne. Voilà. D'imposer à ces gens-là un système de valeurs et de références qui ne soit pas la démocratie sociale telle que nous la pratiquons en Europe continentale, mais cette démocratie libérale qui est vraiment très caractéristique du monde anglo-saxon. On a deux conceptions absolument compatibles. En imposant le droit, en imposant les systèmes monétaires, les systèmes économiques, et ça c'est une forme d'influence qui est très forte. Alors elle a fini par s'étendre depuis une trentaine d'années à tout le monde occidental, et notamment la France, à travers des techniques ou des échanges comme celle des Young Leaders. Et aujourd'hui, quand on critique un certain nombre de nos élites qui font beaucoup plus la politique des États-Unis que la nôtre, moi je parle de gallo-américain, parce que ça me rappelle je fais référence à cet empire romain qui a colonisé notre chère Gaule, et d'ailleurs qui nous a apporté beaucoup de très bonnes choses. Avec une civilisation. C'est tout à fait différent aujourd'hui. Voilà, effectivement, l'influence américaine commence à avoir de vraies notions néfastes sur notre pays, à mon sens. Ça fait 30 ans qu'elle commence. Elle est en train d'achever, de détruire ce qu'on a appelé longtemps la culture humaniste. Mais Éric Branca l'a très bien montré dans un très bon livre. L'ami américain. Où on voit dès la fin de la Seconde Guerre mondiale les Américains qui non seulement ne veulent pas du général de Gaulle, mais essaient de faire de nous un territoire libéré mais sous contrôle américain. Et voilà, j'ai toujours beaucoup de mal quand je me promène dans Paris ou ailleurs et que je vois des rues qui portent le nom de Jean Monnet, parce que cet homme a été un traître à la nation qui me fait bondir. J'exagère un peu, mais ce n'est pas sans fondement.
Et de voir aussi tant d'enseignes, presque la majorité des enseignes de magasins qui portent des noms américains, une espèce de colonisation. On peut parler de colonisation? Je crois qu'il y a vraiment une colonisation. C'est une colonisation culturelle. Et encore, nous résistons très bien. Je ne crois pas que nous résistions. Oui, mais encore. si on compare à ce que l'on peut voir au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie, notamment dans les cultures qui n'ont pas eu, qui pour des raisons de climat n'ont pas conservé de traces d'archives papier, la culture globaliste américaine a tout lessivé. Dans nos pays européens, où nous avons quand même de solides bases, nous y résistons, même s'il y a une forme d'uniformisation et d'américanisation qui est quand même très avancée. Alors l'Amérique, justement, les États-Unis, ça vous êtes beaucoup penché, justement, par voie de fait. sur, je pensais pas qu'il y en avait 16, sur les services de renseignement états-uniens et sur leur puissance, y compris aux États-Unis. Oui. On assiste, depuis l'élection de Donald Trump en 2016, à une forme d'ingérence des services de renseignement dans la vie politique. Ils ont pris délibérément parti contre leur président. Il y a eu toute une série de manipulations dans les différents dossiers, des choses qui lui ont été reprochées, dont il a été accusé. Vous parlez de Trump, là. Je parle de Trump. Je n'ai pas compris pourquoi Trump n'avait pas réussi à mettre de l'ordre pendant ces 4 années. Il a essayé, mais finalement, il n'est pas arrivé à mettre de l'ordre, c'est-à-dire de soumettre à sa politique les services en question. Parce qu'il ne s'y attendait pas. D'abord, je pense que je n'ai pas d'admiration particulière pour l'homme. Il n'a pas nécessairement une grande formation politique. Non, et puis c'est un président américain, ça ne nous concerne pas. Mais dès qu'il a été... très bonne réaction. Je suis très content que vous disiez ça. On a l'impression quelquefois, dans cette période, mais dès qu'il a été élu, au lieu de cela, comme si c'était notre candidat. Ce dont nous parlons est certainement une source de faiblesse supplémentaire, je dirais, pour les États-Unis. Il y a la dédollarisation, il y a l'état de santé public qui est effrayant. Je pense que vous avez regardé comme moi, et j'ai beaucoup de sympathie pour le personnage, je dois dire, le discours de Kennedy, Robert Kennedy Jr., au moment d'apporter son soutien à Trump, qui dit des choses effrayantes sur le taux de drogués au sens large du mot drogue. Je crois qu'il y a 40% des Américains qui ne dorment pas sans des grosses doses de somnifères, sans parler de la nutrition, de l'alimentation qui est très défectueuse et qui produit des cancers, des diabètes dans des proportions épouvantables, sans parler de l'obésité. On a l'impression, à écouter ces discours, j'invite d'ailleurs nos éditeurs à le faire, on le trouve facilement, je crois qu'il date du 21 ou 22 août dernier. Oui, de cet été. Il décrit une Amérique extrêmement fragile du point de vue même de la santé publique et de la population. À telle enseigne, d'ailleurs, je crois que des armées n'arrivent pas à recruter des soldats capables de porter. Absolument. En plus, au moment où on harnache les soldats de poids extraordinaire, ils n'arrivent plus à avancer. Il y a quelque chose, une sorte d'aporie qui est assez saisissante. À quoi s'ajoutent des contestations très vives sur la légitimité du pouvoir. Ça, c'est l'amorce. Est-ce que... Voilà. Mais est-ce qu'on peut encore parler d'une démocratie ? Alors, on pourrait poser la question, sommes-nous aussi en Europe dans des démocraties ? Mais il y a quelque chose de très frappant aux États-Unis depuis 2001. C'est pour moi un régime policier. C'est un régime policier. La façon dont ils ont mis toute la population sur écoute au nom de la lutte antiterroriste. On en arrive à un stade en matière de contrôle des opinions et de pouvoir, on va dire, abusif. Aujourd'hui, envoyer un email, un message électronique, mettant en doute la transparence et la légalité des élections de 2020, vous expose, est considéré comme une atteinte à la sécurité nationale parce qu'il considère que les élections font partie de l'infrastructure de la démocratie américaine, et c'est considéré comme une cyberattaque. C'est-à-dire que si vous émettez sur la toile un avis négatif en disant les élections de 2020 ont été truquées, vous pouvez vous trouver avec le FBI à votre porte le lendemain matin. Mais on se demande où est-ce qu'on est Alors un État policier, mais ça corrobore tout à fait ce que vous disiez, les États policiers ne tiennent pas très longtemps, en réalité, ils sont très fragiles. Mais il y a quand même une grande démocratie derrière. C'est pas un État d'Amérique latine policier avec des structures faibles. Donc il y a encore des choses très plus ou moins. Oui, mais il y a encore des choses très positives. Dieu merci aux États-Unis. Par contre, leur politique. Vous y allez souvent. Vous voyagez beaucoup, au fait. Je voyage énormément. Oui.
Un peu moins depuis le Covid, qui a été une période de voilà. Mais non, j'ai beaucoup de réticence avec les États-Unis, donc je dois avouer que ce n'est pas nécessairement objectif, mais quand on voit aussi leur politique étrangère et la manière dont ils nuisent à nos intérêts français, j'ai beaucoup d'amis américains, d'ailleurs, qui sont contestataires dans leur propre pays. Et alors, justement, c'est un autre sujet qu'il faut que nous abordions au moins du bout de l'aile, auquel vous êtes beaucoup intéressé, c'est la question de la Palestine et plus largement l'évolution des pays arabes. Vous avez dit beaucoup de choses très, très sévères à l'encontre des États-Unis pendant les printemps arabes. Vous avez écrit, je ne sais plus si c'est un texte ou un livre. Oui, nous avons fait un livre collectif sur le sujet. Alors, incriminant beaucoup la politique de Washington, dont vous dites qu'elle a suscité ces printemps arabes pour déstabiliser les États au bénéfice de l'islamisme. Alors encore une fois, je ne suis pas... C'était très net, y compris en Tunisie, voilà, où tout a commencé. Mais... Je ne suis pas anti-américain du tout par principe, ce sont les faits qui m'amènent à amener ces critiques. Avec l'équipe du centre, nous aimons aller sur le terrain. On ne peut pas se contenter de faire des analyses purement livresques. Et nous avions monté en 2011 un groupe d'experts francophones dans lequel se trouvait Yves Bonnet, ancien directeur de la DST et député UDF, ancien préfet, Anne-Marie Glizin, qui avait été secrétaire d'État et présidente du Sénat de Belgique, Saïda Benabiles, qui est une ancienne sénatrice algérienne et qui a été présidente du Croissant Rouge. Donc on avait un groupe à moitié français, à moitié francophone, pour ne pas avoir qu'un seul point de vue français. Et nous avons fait tous les pays des révolutions arabes. On est allé rencontrer à peu près partout les autorités et l'opposition, la Syrie, la Libye, un petit peu l'Égypte et la Tunisie, bien sûr. Et ce qui nous a frappé avec, bien sûr, même si nous étions tous francophones, les différences de point de vue et de culture, on arrivait à peu près à la même conclusion, que tout ça, et j'oublie, nous avions un Malien aussi avec nous qui a été Premier ministre, Soumelo Boubay Maïga. Je vois quand vous trouvez tous ces gens, parce qu'il faut dire que vous travaillez toujours avec le dessus du panier dans la terre entière, avec une prédilection pour la sphère francophone. Bien sûr, parce qu'il faut que nous fassions des choses entre francophones. Et la conclusion était... Ce que nous avions observé absolument partout, c'est la manière dont les Américains, comme ils avaient fait les révolutions oranges en Ukraine il y a de nombreuses années, je parle à la fin de la guerre froide. Non, avant Maïdan, la première, ce qu'on appelait la révolution orange. Dans les années 90. Ils l'ont répété. Alors Maïdan, ils l'ont répété, mais les printemps arabes étaient avant Maïdan. On a revu à Maïdan des techniques qu'on avait vues dans les printemps arabes. Après, il y a eu les révolutions en Géorgie aussi pour renverser le régime. Et ça avait été on a vu ces mêmes techniques et ces mêmes groupes dans tous les pays arabes, dans tous les pays du printemps arabe, qui étaient hostiles à Washington. Pas ceux qui étaient favorables à Washington, c'est-à-dire que le Bahreïn, quand la population chiite s'est révoltée, à son tour a fait son printemps arabe au Bahreïn, pays allié à Washington, immédiatement l'armée saoudienne est rentrée au Bahreïn et a bien sûr liquidé, ou en tout cas fortement l'opposition. Donc pas de printemps arabe. Pas de printemps arabe dans les pays hostiles à Washington. Et finalement les Américains ont fait ça pour une raison... Dans les pays alignés sur Washington, vous voulez dire? Oui, les pays n'ont pas été touchés. Les Américains ont fait ça pour une raison, à mon sens, qui est assez simple, c'est qu'après les attentats du 11 septembre 2001, ils se sont dit, mais finalement, pourquoi est-ce que les Arabes ne nous aiment pas ? Et un certain nombre d'études avaient été confiées à des groupes, notamment des groupes de conseil et de communication comme Random Group ou Hill & Knowlton, et ils sortaient en gros deux choses de cette évaluation. Ils disaient, les Arabes ne nous aiment pas parce que nous soutenons Israël, et d'autre part parce que nous empêchons l'arrivée au pouvoir de groupes islamistes. Les Américains ont réfléchi, on se dit, sur Israël, nous ne changerons pas, nous continuerons à soutenir Israël. Par contre, si les Arabes sont assez bêtes pour vouloir, parce que c'était de ce niveau-là, que des groupes islamistes arrivent au pouvoir, on va leur mettre leurs groupes islamistes. Et partout, au moment des printemps arabes, ils ont remplacé les gouvernements par les frères musulmans. Bien sûr, Washington ne fera rien pour sanctionner Israël, mais pendant la guerre du Kippour également, les Israéliens ont attaqué un navire d'écoute de l'NSA et l'ont coulé et ont mitraillé les marins qui Israéliens ont coulé un bateau américain. Absolument, parce que ils avaient, je crois, exécuté quelques centaines de prisonniers égyptiens qu'ils ne pouvaient pas garder. Alors là, au détriment de l'armée israélienne. L'armée israélienne, en contravention totale avec les lois de guerre. Et ils ont eu cette crainte que les Américains aient écouté les ordres qui étaient donnés. Et dans le doute, pour exterminer les soldats.
fusiller tous ces... Et donc, à ce moment-là, ils ont coulé ce bateau. C'est très compliqué, hein, finalement. C'est l'affaire de l'USS Liberty, c'était son nom. Là encore, les Israéliens se sont excusés après des mensonges terribles. Ils vont bien dire ce qu'ils ont fait. Alors, pour effacer toute trace... Il y avait un navire américain. Par un navire américain. Voilà, des côtes, qui était au large des côtes, qui surveillait ce qui se passait pendant le conflit. Parce que c'est une décision politique. Bien sûr. De couler un navire de l'US Navy. Le bateau commence à couler. Ils avaient des mirages encore à l'époque dans leur force aérienne. Non seulement ils font plusieurs passages sur le navire en lâchant des bombes, et après ils terminent au canon de 30 mm. Alors il y a eu des survivants bien sûr. Les Israéliens. Mais enfin pour assassiner pour faire disparaître les preuves des turpitudes, des assassinats qu'ils venaient de commettre. À ce moment-là, bien sûr, en mentant, en disant... C'est un cynisme effrayant. On vous a pris pour un navire russe ou égyptien. Enfin, il y a eu des mensonges aussi énormes aussi gros qu'on peut l'imaginer. Il y a eu immédiatement le gouvernement, ou assez rapidement, le gouvernement israélien a payé des indemnités aux familles, et les Américains ont enterré l'affaire. Bon, eh bien, écoutez, nous n'avons pas fini de nous parler, parce que la conversation... Un très grand plaisir, et je vous en remercie. Et sans fin avec vous, vous savez tellement de choses, vous en dites tellement. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs comment faire pour profiter de votre science? Parce que, écoutez, évidemment, il faut s'abonner quelque part. Oui, et puis je vais reprendre ce que je disais au début, ma science est quand même très faible, mais en tout cas pour ceux qui s'intéressent aux questions de l'enseignement, parce que j'essaie de ne pas sortir de mon domaine de compétences, ils peuvent aller sur notre site, donc du Centre français de recherche sur l'enseignement, ça se trouve très facilement sur Internet. On trouve beaucoup de choses. Voilà, et nous y avons de nombreuses publications, et je rends hommage à tous mes camarades chercheurs qui travaillent avec moi, puisque nous sommes plus d'une vingtaine de spécialistes à écrire sur tous les sujets. Alors vous savez, ces conversations sont très informelles, et je vais conclure d'une manière qui va peut-être vous étonner, mon cher Éric. Nous allons passer à table. Absolument, d'accord. Et nous allons ensemble rejoindre un cercle que nous aimons beaucoup, le cercle Eleutheria, que nous avons créé, qui est une excroissance du Nouveau Conservateur, avec notre ami commun François Martin, qui à sa manière est aussi un grand géopolitologue. Absolument, oui. Nous y retrouverons Caroline Galacteros, et quantité de noms, je commence pas à citer les noms, c'est un exercice très périlleux. On en a pour une heure. Mais si je puis dire, transportons-nous à table et poursuivons nos conversations. Elles sont sans fin, et c'est un bonheur au milieu de la décrépitude générale que de rencontrer des êtres tels que vous, parce que je me dis qu'après tout, rien n'est perdu tant que vous existez, tant qu'une cohorte de bons esprits sont tellement vaillants pour comprendre ce qui se passe, avoir le courage de le savoir, le courage de le dire, et le courage en plus d'en tirer des conclusions. Rien n'est perdu. Écoutez, je vous en remercie, mais vous avez montré le chemin, et donc je vous rends hommage au même titre. Avançons ensemble, mon cher Éric. Merci à vous. En tout cas, c'est un bonheur d'avoir fait votre connaissance et un bonheur d'avoir conversé avec vous. À bientôt. Merci.